Je sens que je vous ai vu un jour, il y a quoi, effectivement. Oui, alors bon, maintenant je suis debout, moi je vais rester debout là pour l'instant. Je salue d'abord les intervenants précédents qui tous ont apporté quelque chose d'important à ce débat. Et je pense effectivement que la question de la jonction entre le syndicalisme de lutte et la politique révolutionnaire se pose de plus en plus, que ceux qui opposent les deux éléments sont ceux qui veulent finalement perdre et perdre encore. Il faut dépasser, comme l'a dit Roger Sylvain, les insuffisances de la charte d'Amiens, ou tout au moins de ceux qui s'appuient sur la charte d'Amiens pour opposer le syndicalisme à la politique, les manifestations politiques aux manifestations non politiques. Je rappelle, puisque nous sommes dans le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, que Lénine disait qu'il fallait, dans le cadre d'une lutte contre le capitalisme qui soit enfin gagnante, articuler sans cesse les luttes politiques et les luttes syndicales, les grèves politiques et les grèves syndicales, et ainsi de suite. Rien ne doit être interdit pour battre le capital sur tous les terrains. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à ce qu'ont dit les camarades, très rapidement, je les salue parce que, si vous voulez, c'est juste pour ne pas répéter ce qu'ils ont dit et dire mon accord. Effectivement, bien sûr qu'il doit y avoir une grande lutte pour l'hégémonie culturelle, pour employer ce terme. Nous avons ici un camarade du Front populaire italien, et donc je salue effectivement, bien sûr, Antonio Gramsci, qui a beaucoup apporté sur cette question. Au passage, simplement, mes camarades, ne me faites pas toujours le petit coup là de dire « Alors Georges, voilà, on s'excuse auprès de toi parce qu'on a employé des mots anglais ». Tant qu'on n'aura pas compris que la question de la langue, la question de la lutte contre le tout anglais, qui est aussi la question de la lutte contre le marché unique mondial, le marché unique européen, est une immense question politique, on ne mènera pas la lutte pour l'hégémonie culturelle dans ce pays. Tant qu'on laissera, jour après jour, les entreprises les unes après les autres, Renault, Peugeot, Volkswagen, passer au tout anglais à l'intérieur des entreprises, et qu'on dira, bon, c'est pas grave, c'est pas les salaires, c'est pas les conditions de travail, etc., on n'aura pas compris ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est-à-dire finalement exclure la classe ouvrière, exclure le monde du travail, exclure l'immense majorité du peuple de la décision, de la capacité à peser sur son pays, qui passe quand même, c'est le minimum des minimums, par l'utilisation d'une langue commune, qui est la langue nationale. Ça, c'est un point important. Je vais plus loin, camarades, parce que le discours, effectivement, aussi du copain de la CGT Énergie Paris était extrêmement brillant. Au fond, il m'a pris les trois quarts de mon discours, ce monstre. Mais bon, il n'empêche, en gros, qu'en réalité, si vous voulez, bien sûr, la question décisive, et on va y revenir, c'est la question de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro, de la sortie de l'OTAN, et pour finir, de la sortie du capitalisme. Je vais y revenir. Alors ici, tout simplement, pour aller sur l'essentiel, je crois qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que Macron. De quoi Macron est-il le nom? Alors bien sûr, ça a été dit, c'est l'homme du grand capital, c'est l'homme de la finance, c'est un produit bodybuildé, alors moi aussi je m'y mets, vous voyez, en quelque sorte, de ce capitalisme financier, mais en même temps, il faut aller plus loin que ça. On dit souvent, Macron, c'est la casse sociale intégrale. Oui, c'est la casse totale des acquis du Conseil national de la résistance, et même au-delà du Front populaire, et même au-delà d'ailleurs des acquis de Jaurès de 1905, parce que l'interdiction du travail dominical, c'est 1905. Hein, donc ça remonte à très loin tout ça. Bien sûr qu'il y a tout ça, je ne développerai pas parce qu'ici tous nous le savons. Mais derrière cela, il y a la casse de l'État-nation, parce que tout simplement, si on casse la France, si on démolit la France, s'il n'y a plus de France à l'arrivée, si le mot France ne désigne plus qu'une zone géographique, qu'une zone de production, comme dirait Gattaz, en quelque sorte, eh bien on ne pourra plus reconstituer les acquis sociaux. La casse totale du pays, la casse totale de la France, et ça serait pareil pour l'Italie, ça serait pareil pour la Belgique, et ainsi de suite, s'il y a des camarades étrangers ici présents, c'est l'irréversibilité des réformes. C'est l'impossibilité ensuite de refaire tout ce que nous avions, car dans le Conseil national de la résistance, ça avait bel et bien national, je me trompe ou non? Donc effectivement ici, casse sociale, casse nationale, ça marche du même pas. Et derrière casse nationale, casse démocratique aussi. Car en réalité, pour faire passer un projet aussi réactionnaire, un projet aussi ignoble, disons-le, c'est-à-dire araser tous les acquis sociaux, détruire l'État-nation, détruire même la langue, puisque Macron aussi est un des partisans du tout anglais transatlantique, eh bien effectivement, tout ça, ça ne peut pas se faire sans matraquer le peuple. Ces libertés démocratiques, elles vont être systématiquement démolies, et ceux qui nous ont fait croire qu'il fallait voter Macron pour s'opposer au fascisme, alors que Macron est en train d'installer dans la loi ordinaire l'état d'urgence, c'est-à-dire de banaliser l'état d'urgence à tout jamais, c'est là ces gens nous ont menti. La fascisation, elle est dans le macronisme, et le lepénisme lui-même, on ne le combat pas avec Macron, on combat le lepénisme contre Macron et contre l'Union européenne.
Cela dit, la chose qui nous importe ici, c'est effectivement les luttes immédiates, car les grands discours sur la perspective politique n'auraient aucun sens si on ne parlait pas des luttes immédiates, comme nos camarades syndicalistes en particulier, mais aussi comme Georges l'ont abordé tout à l'heure. Nous, au PRCF, nous n'opposons pas les différentes luttes, les différents mouvements qui ont été lancés ces temps derniers. Nous ne serons jamais assez nombreux pour battre l'ordonnance Macron-Gattaz-Merkel qui nous est balancée dans la figure. Les luttes de la CGT, on y va. Et on n'y va pas passivement, on y va en portant notre ligne de sortie de l'Union européenne, de l'euro, par la gauche, par la voie progressiste, pour des nationalisations démocratiques, non pas pour isoler la France, mais pour la coopération internationale entre tous les pays souverains. Voilà. Et par ailleurs, la lutte, la manifestation de la France insoumise, on y va aussi. Et on apporte notre point de vue original, et on n'est pas dans une espèce de guerre permanente pour savoir qui est-ce qui domine, qui est-ce qui tire, qui est-ce qui ne tire pas. On est là avec la volonté de discuter pour faire en sorte qu'effectivement toutes les choses avancent, tout ce qui va contre cette politique réactionnaire est bienvenu, de même que les luttes pour du Front social, eh bien nous les prenons aussi comme des luttes oppositives. Arrêtons de cultiver toujours cette espèce de culture de la divergence systématique. Il y a des divergences, on en débat. La question importante, c'est pas de savoir s'il y a des divergences, c'est la question de savoir comment on traite ces divergences. Si on les traite comme un élément positif, dynamisant, ou si au contraire on y voit toujours une sorte d'obstacle. Je finis en disant simplement sur la perspective politique qu'il est tout à fait nécessaire, effectivement, ici, de s'interroger sur ce que nous, au PRCF, nous appelons les 4 sorties. C'est-à-dire effectivement la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'OTAN, et pour finir, bien sûr, c'est notre but en tant que révolutionnaire, la sortie du capitalisme, la radicalité dont a parlé effectivement Patrice Aimé. Tout cela, c'est une chose extrêmement importante. D'abord sur l'euro, en un seul mot, il nous faut tous combattre autour de nous, parce que nous avons sans cesse ce discours qui nous dit on ne peut pas sortir de l'euro, ça serait une catastrophe, etc. Je ne peux pas développer, moi aussi j'essaie de tenir, non pas dans les 5, mais dans les 5 minutes et demie, en quelque sorte. Bon, mais simplement, camarades, regardez ce qui se passe. Dans le cadre de l'euro, vous pouvez quand même tous dire autour de vous. La question n'est pas de savoir si on peut ou si on ne peut pas en sortir, c'est si on n'en sort pas, camarades, comme il restera. Et si au contraire, c'est si on en sort, que peut-être, effectivement, on pourra s'en sortir, parce que l'euro, c'est pas simplement la monnaie papier, l'euro, c'est une politique monétaire. Et derrière la politique monétaire, c'est le marque. Et c'est la domination de l'Allemagne, c'est la domination de l'Allemagne capitaliste, c'est la domination du capitalisme international sur les salaires, sur les services publics. C'est tout ça l'euro. Il faut bien le comprendre. C'est pas seulement du papier-monnaie en quelque sorte. C'est une politique monétaire. L'Union européenne, c'est pareil. Les camarades ont dit tout à l'heure, je ne développe pas. Pour moi, c'est une dictature continentale, une dictature qui vise à empêcher le socialisme. Et d'ailleurs, rappelez-vous tout simplement, eux, ils sont conscients en face, par rapport à toutes nos directions euro-réformistes qui n'arrêtent pas de mouliner dans tous les sens, l'Europe sociale, l'Europe sociale, l'Europe sociale, comme aurait dit De Gaulle en sautant sur leur chaise comme des cabris. Eh bien, eux, ils sont conscients, les capitalistes en face. Rappelez-vous Madelin qui disait l'Union européenne, le traité de Maastricht, c'est une garantie totale contre le retour du socialisme en Europe. Voilà ce qu'ils en pensent. Et nous, quand on combat l'Union européenne, c'est justement pour abattre le capitalisme et pour faire avancer le socialisme. La dernière chose que je voulais dire, effectivement, ici, c'est que les convergences, eh bien, nous devons les cultiver. Nous sommes ravis d'avoir autour de cette table des camarades qui peut-être ont des nuances. Et d'ailleurs, si on discutait vraiment à fond ensemble, si on avait plus les moyens de le faire, de se voir, de se rencontrer, on s'apercevrait que bien des divergences ne sont pas insurmontables, puis loin s'en faut. On concevrait qu'effectivement, quand on pose la question en termes de l'Union européenne, on la change ou on en sort, eh bien nous on dit on ne peut pas la changer, il faudra en sortir, mais on est prêt à débattre avec ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Tout cela, effectivement, se débat. Cela dit, la question décisive à l'heure actuelle, et pour nous je finis là-dessus, c'est qu'effectivement, il faut faire renaître dans ce pays un grand syndicalisme de classe. Le fait que Roger Sylvain soit parmi nous, c'est une garantie par rapport à notre grand passé, celui de la CGT, de Benoît-Frachon, de Krasuki, toute cette CGT qui a apporté tant d'acquis dans notre pays. Ça, je crois que c'est important. C'est aussi la nécessité dans notre pays. Et nous n'opposons pas les choses, tout à la fois de construire un très large front antifasciste, patriotique, populaire, pacifique aussi, car il faut défendre la paix à notre époque, plus que jamais contre un impérialisme absolument déchaîné, écologique aussi, car les questions d'environnement ne sont pas secondaires, ce sont de grandes questions de classe, et elles passent aussi, qu'on le veuille ou non, par une grande EDF nationalisée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et enfin, donc, pour cela, eh bien, nous avons besoin dans ce pays, à la fois de ce front très large,
Et pour ce qui nous concerne, pour que la classe ouvrière, en tant que telle, pour que le monde du travail redevienne un acteur central de la transformation sociale, nous avons besoin d'un grand parti communiste. Pour nous, à notre époque, à ce 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, un grand parti léniniste. Merci beaucoup.